Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. On vous retrouve du coup cette semaine pour un nouvel épisode du podcast. On vous remercie encore parce que vraiment les écoutes font qu'augmenter, donc on est super contents. Et les nouveaux abonnés. Ouais, on souhaite du coup la bienvenue aux nouveaux. Merci beaucoup de nous écouter, ça nous fait très plaisir. Est-ce qu'on commencerait pas par les actus de la semaine ? Si, rapidement, ce sera peut-être on a eu une semaine un peu plus calme que les dernières semaines. Ouais, franchement, pour une fois, il s'est rien passé. Oui, enfin si on a eu. si, tiens, j'en ai déjà une petite qui va faire rire du monde, mais c'est on a fait changer les menuiseries. Alors vous allez dire, ça fait 6 mois qu'ils nous en parlent de ces menuiseries sur local commercial, mais bon, c'est pour vous donner un petit peu la temporalité dans l'immobilier. Et là, ça y est, elles sont posées. J'ai eu les photos vendredi qu'elles avaient été terminées, ainsi que la façade. Et la seule petite surprise qu'on a eue, c'est au milieu de semaine, il y a l'artisan qui m'appelle parce qu'en fait, l'architecte avait prévu une espèce de marche en béton sous la fenêtre de 10 cm qui en fait n'existait pas, et je sais pas pourquoi, l'architecte l'a dit à personne, l'entreprise quand elle a commandé les menuiseries s'en est pas rendu compte, du coup quand on a posé les menuiseries, il manquait 10 cm. Ouais, et après moi je suis moyennement contente parce que j'avais dit de bien reprendre les cotes, etc. En fait il a pris les bonnes cotes, mais par rapport à la théorie de cette marche de l'artisan, et bon bref. Et ouais, il aurait dû voir qu'elle y était pas. Sachant qu'en plus dans cette histoire-là, on a quand même un architecte qui nous a fait des plans nous disant vous fiez pas mes plans, j'ai mal pris les mesures quoi. Je suis là en mode mais frère, t'es architecte, ton boulot c'est limite de faire des plans et qu'elles soient à la bonne dimension, comment tu peux te tromper dans les mesures quoi. En fait l'expérience qu'on retient de cette histoire de menuiserie qui dure quand même depuis août 2023. Ouais. C'est que déjà on aurait dû dire non à l'architecte. Enfin, en fait c'est pas nous qui avons engagé l'architecte. C'était pas notre architecte. Et c'est pas nous qui le payons non plus. En fait c'est le preneur qui a voulu prendre un architecte du coup pour l'intérieur parce que c'est un peu particulier ce qu'il fait. Il fait de la restauration et donc bon il a voulu que bien faire et que ce soit géré par l'architecte. Le truc c'est qu'en fait nous on devait juste changer les menuiseries parce que quand c'était ce qu'on s'était engagé à faire quoi qu'il arrive, n'importe quel preneur on changeait les menuiseries parce qu'elles étaient toutes fissurées, donc je vous laisse imaginer le prix que ça coûtait. Donc pour quelqu'un qui se lançait, on est censé d'ailleurs leur donner, je pense, un truc hors d'eau hors d'air, non ? Oui, c'est ça, les obligations du bailleur dans un bail commercial, c'est le hors d'eau hors d'air. Donc en gros, tout ce qui concerne plus ou moins menuiserie et toiture, murs, porteurs. Après, dans la particularité des menuiseries, c'est que tant qu'il y a une menuiserie, en tant que bailleur, vous remplissez votre obligation. Maintenant, si le preneur, il veut changer, par exemple, vous avez, je sais pas moi, une menuiserie sous forme de porte battante et que votre preneur, il veut mettre des portes coulissantes automatiques, par exemple, ça charge. Ouais, bon, du coup, on avait pris à notre charge les menuiseries et en fait, le preneur nous a mis un architecte dans les pattes alors que tout avait été validé largement avant. Ouais. C'est ce qui a fait qu'il y a eu autant de retard sur ce projet-là. Et en fait, on reprendra pas, on dira non la prochaine fois pour un architecte, en tout cas sur un architecte qu'on paye pas parce qu'en fait, il a été compliqué du début jusqu'à la fin, surtout que nous, j'ai rien contre les architectes, mais c'est toujours des gens un peu particuliers. Ouais, c'est le fond, on a eu à faire eux. C'était un giga boomer, il était compliqué de dialoguer avec lui, il était jamais très explicite quand on lui posait une question. Oui, en fait, puis moi surtout ce qui m'a choqué c'est que en fait du coup à la base c'était nous qui nous étions débrouillés pour faire des plans et répondre à la demande de la mairie, et en fait bon forcément c'est pas notre métier d'être architecte, donc on a fait ça de manière on va dire efficace, forcément c'est pas du travail de professionnel, et en fait quand du coup on lui a transmis ça, il t'a réellement dit qu'en gros ce que tu avais fait c'était tout pourri quoi.
Oui, mais je m'en fous, je voulais juste une autorisation et je l'ai Non, mais c'est ça, mais je veux dire, je sais pas, en tant que professionnel, tu dis pas à ton client qui est en train de se débrouiller tout seul que, en gros, ce qu'il a fait c'était nul, tu vois. Oui, et puis bon, enfin, surtout sur des plans, quoi. Je veux dire, dans le bâtiment, si vraiment, je sais pas, t'as un client, il fait norme sur la plomberie, il faut lui dire, tu vois, mais genre, sur des plans, un plan c'est un plan, si la mairie l'accepte, ça remplit ce qu'on lui demande, quoi. Oui, et puis surtout que, en fait, nous, on avait qu'une DP à la base, donc c'était juste remettre en état les menuiseries, il y avait rien de compliqué, il fallait. Si vous avez jamais fait, c'est un peu chiant, mais en fait, il faut juste faire les plans et montrer à quoi ça ressemblera, prendre des photos et c'est tout, ça. Quoi. Enfin, vraiment, ça, c'est effectivement quand on construit quelque chose, c'est plus compliqué parce que forcément, il faut que ce soit très précis, machin. Si vous n'êtes pas précis, la mairie peut vous le reprocher. Là, en l'occurrence, il y avait des menuiseries d'une certaine dimension, on remettait des menuiseries d'une certaine dimension. La couleur, de toute façon, c'est la mairie qui l'a décidé. Donc, j'ai envie de vous dire, limite, on aurait même pu se passer des plans, quoi. C'est ça, nous, cette histoire a pris 6 mois parce que le temps que le bonhomme vienne. Laisse parler son imagination et mettre ça sur plan, en fait il s'est écoulé 2 mois, le temps que la mairie rentre nous voilà rendus en avril, elles sont à peine posées. Donc voilà, moi ce que je retiens c'est surtout qu'en fait on dira non la prochaine fois, on dira nous d'abord on change les menuiseries et après vous faites ce que vous voulez. Ouais, c'est ça. Parce que vraiment, en plus il nous a appelé pour le paiement de sa facture, on était là mais on n'a rien à voir avec vous. T'as pas demandé quoi. En fait, c'est vous qui avez voulu absolument rendre dans votre projet les menuiseries, mais non, vous avez rien demandé, donc vraiment particulier pour et ça me fait penser à une deuxième anecdote, ça je l'ai eu avec un client sur un de ses projets de construction d'une maison où en fait, alors on sait toujours pas qui exactement a commis l'erreur. Est-ce que c'est l'aménageur, est-ce que c'est le constructeur, est-ce que c'est l'architecte ou est-ce que c'est le géomètre? Mais visiblement, en fait, il a pris un terrain viabilisé un promoteur. Il a voulu faire construire une maison dessus et sa maison aurait dû être mitoyenne d'une maison sur le terrain d'à côté. Donc vous savez, 2 maisons mitoyennes, ça veut juste dire qu'elles sont collées. Elles n'ont pas de mur en commun, mais elles ont chacun leur mur porteur sur une des faces de la maison qui est collée l'un à l'autre. Et en fait, la problématique qui s'est faite, c'est que la maison du voisin a mal été construite, c'est-à-dire l'angle était pas bon et du coup, la maison du voisin a mordu de 12 cm sur son terrain, sur, je sais pas moi, une longueur de 10 mètres. Du coup, ça représentait 1 mètre carré d'écart sur son terrain. Et ça a été des problématiques extrêmement importantes à cause de ça, dans le sens où, en fait, on n'a pas pu construire sa propre maison parce que du coup, les plans étaient pas bons. Bon, en réalité, son propre constructeur aurait pu construire la maison comme ça, et puis même la mairie, pour 12 cm d'écart, c'était pas très important. Mais en l'occurrence, son constructeur s'est appuyé là-dessus parce qu'en réalité, il voulait pas faire la construction de la maison, et ça a été des batailles d'avocats, de notaires, de géomètres pendant plus de 2 ans pour tout simplement faire constater qu'effectivement quelqu'un s'était trompé dans les mesures et avait construit la maison du voisin sur 12 cm sur son propre terrain. Et mon pauvre client qui a que ses yeux pour pleurer, ça fait 2 ans qu'il y est, 2 ans où il paye les intérêts, où il paye les avocats, où il paye l'assurance de son prêt. Il est parti au contentieux, non? Il est parti au contentieux en plus avec son constructeur, c'est ça. Et en plus chez nous, pas de chance, c'est un dossier qu'on a financé, donc forcément nous on a essayé de jouer notre rôle un petit peu de manière, honnêtement on a été la gentille banque dans l'histoire, on n'a pas été la grande méchante, on l'a vraiment accompagné, on lui a fait des propositions pour essayer qu'il sorte le plus facilement et de la meilleure des manières de son souci. Il a dû reprendre un job salarié ce client-là, non? Oui, mais ça c'est parce que son activité pro en même temps marchait pas. Voilà, c'est la loi de l'emmerdement. Oui, voilà, c'est la loi de l'emmerdement maximum, mais bon, je veux dire, ça n'avait rien à voir avec la construction de sa maison. Mais le vrai sujet ici, c'est que pour 12 cm d'une maison qui en fait a été finalement construite quelques degrés d'écart qui était prévu initialement sur une maison qui aurait dû être mitoyenne, en fait, ça empiétait sur le terrain du voisin, ça empêchait le voisin de construire, et du coup, mon pauvre client, il demande à peu près 40 000 € au voisin, qui va devoir lui-même se retourner sur son propre constructeur, qui va peut-être lui-même se retourner contre son propre géomètre ou son propre architecte. Enfin, vous voyez les ennuis que ça peut être. Donc, c'était juste pour raconter ces petites anecdotes et rappeler qu'il faut quand même être précis sur les plans, surtout quand c'est de la construction. Donc la semaine prochaine, on aura enfin le délibéré parce que tout ça aussi, on est dans une ville qui restaure son centre-ville, du coup on a le droit à des subventions pour le changement de menuiserie. Parce qu'en tout, on peut donner peut-être le chiffre, mais ça nous coûte à peu près 18 000 €, je crois, cette histoire. 19 000. 19 000 €, voilà, donc on espère être indemnisé à la moitié. Oui, mais d'ailleurs ça c'est un bon conseil, mais dès que vous faites de la rénovation de bâtis extérieurs dans de l'ancien, dans des centres-villes, n'hésitez pas à regarder s'il y a des subventions qui sont disponibles auprès des mairies, auprès de la communauté d'agglo, voire auprès du conseil général. Ça peut vraiment être un plus non négligeable
parce que vraiment ça coûte très cher, hein, des menuiseries sur mesure, honnêtement pour 3 menuiseries, alors ok, hein, c'est quand même des grandes menuiseries, c'est des menuiseries de magasin, mais on s'en sort pour quasiment 15 000 euros, sachant que quand même on a vraiment creusé, on a fait plusieurs devis, on a vraiment essayé de faire quelque chose qui nous permettait de pas être trop cher, donc honnêtement sur le prix on s'est pas fait enfler, mais la réalité c'est que c'est super cher. D'ailleurs il paraît que c'est un des domaines où les usines marchent le plus sur la réalisation des menuiseries. J'ai appris ça il y a pas longtemps dans un autre podcast, en plus ça m'a fait rire. Bref, tout ça pour vous dire que quand vous devez payer ça uniquement à votre charge, ça peut vite vous revenir à un billet très très élevé. Et si vous avez une subvention de la ville ou même parfois pour refaire la façade d'un immeuble également, n'hésitez pas à le faire. Franchement, c'est fait pour. De demander rien que. Oui, et puis j'ai envie de vous dire quand vous payez plusieurs milliers d'euros de taxes foncières par an sur un bien, si au bout d'un moment vous avez une subvention de 5 ou 10 000 balles pour refaire votre façade, en fait c'est juste retour de vos impôts locaux. Oui. Et du coup, la semaine prochaine, on vous dira si. Parce qu'en plus. Faut refaire une réunion. J'ai rien contre les gens de l'urbanisme, enfin les gens qui travaillent dans les services urbanisme, vraiment, mais nous, on est suivis par un drôle de personnage. Du coup, en fait, c'est ce mec-là qui décide si oui ou non on a la subvention. Et en fait, c'est un peu un mec qui, lui, il fait beaucoup de choses avec l'argent des autres. Ouais. Parce que pour la façade, en fait, elle est fissurée. Mais si vous voulez, on refait la façade parce que pour avoir cette subvention de menuiserie, on est obligé de refaire la façade en même temps. On peut pas avoir, il peut pas y avoir de décalage de travaux ni de paiement. Donc en fait, si on laissait la façade dans l'état, on n'aurait jamais eu les sous pour la façade. Enfin bon. Du coup, c'est ce mec-là qui nous suit. Et en fait, on comptait pas mettre non plus trop d'argent dans la façade, sachant qu'on est en copropriété. C'était juste histoire de leur faire plaisir et avoir notre subvention. Oh putain, il était là et faut refaire les fissures, refaire de l'enduit, les machins. Oui, parce que je fais une petite parenthèse pour ceux qui se connaissent pas dans les façades, quand vous refaites une façade, si c'est juste un coup de peinture et entre guillemets rajouter peut-être un petit peu d'enduit, ça coûte pas très cher. Ce qui coûte très cher sur une façade, c'est quand vous faites un décroutage complet, c'est-à-dire que vous faites tomber tout l'ancien enduit qui avait été passé dessus et que vous mettiez un enduit nouveau. Ça, faut le faire à peu près tous les 40 à 50 ans sur une façade. Si, entre-temps, entre les 50 années où vous devez refaire entièrement la façade, normalement, au bout de, 20-25 ans, vous avez juste besoin de remettre un coup de peinture parce que forcément, au bout d'un moment, votre façade, elle est un peu couleur terne, et refaire les 2-3 fissures qu'on puisse se faire. Et en plus, on parle pas des fissures d'un immeuble qui se déplace, on parle juste d'une fissure naturelle qui vient à cause de l'humidité. C'est quoi, c'est l'enduit, non, qui a fissuré? Oui, voilà, c'est à cause de l'humidité, des remontées capillaires, c'est tout. Donc, et ils voulaient qu'on refasse tout alors que c'était pas nécessaire, et moi j'étais là, frérot, c'est pas tout qui paye quoi. C'est ça. En plus, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment la caricature du fonctionnaire. Enfin, encore une fois, on n'a rien contre les fonctionnaires, ne vous sentez pas vexé si vous êtes fonctionnaire, mais franchement. Ouais. Je crois que je l'avais raconté en plus, que quand je suis arrivé et que je lui ai dit bonjour, il m'a dit c'est vous le propriétaire et vous êtes une société, et dans la manière dont il m'a dit vous êtes une société, j'ai cru comprendre, enfin en fait il induisait de demander si on était presque une SCPI, j'aurais pu lui dire oui je suis du directeur général, on pèse 10 milliards d'euros, on investit dans tous les centres anciens, je suis là non, c'est juste une SCI familiale, j'ai presque, je lui disais on n'a pas d'argent si c'est ta question. Vous voyez. Ouais, c'était pour vous montrer un peu le personnage. Donc ça sera pour la semaine prochaine, on vous dira les actus, on espère que ça se passera bien. Après, en autre actu, qu'est-ce qu'on avait cette semaine? Mais vraiment pas grand-chose au final. Notre chantier qui est en cours là sur l'espèce d'hôtel qu'on rénove a commencé. Du coup, on n'a pas encore trop de news. Je pense qu'on se déplacera d'ici 1 à 2 semaines pour voir où est-ce que ça en est. Ouais, soit c'est quand même à 500 km de chez nous. Donc... c'est pas 500, c'est à 400, mais je veux dire, nous on le fait dans la journée, quoi. Donc ça fait 800 bandes dans la journée, donc on va pas y aller toutes les semaines, quoi. Ouais, c'est ce que Julien, il est fou à chaque fois, il veut qu'on le fasse. On part à 6h le matin, on rentre à minuit, et il est fou. C'est ça. Ah ouais, comme ça au moins c'est efficace, tu vois. Et quoi d'autre? Sur le Boomer Dream, moi je suis en période fiscale, pour ceux qui savent pas, les comptables on a une période pour clôturer les bilans, du coup là on en arrive sur la fin, on est dans le dernier mois. Il nous manque la moitié de l'effectif, la moitié veut donner toi, salaire. Ça a l'air compliqué. Mon patron est là, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors que bon. Ça se passe bien. Du coup, je me rends compte que c'est comme ça qu'on fait fuir les jeunes. Souvent, j'entends que les jeunes ne veulent pas travailler ou quoi, mais en fait, là actuellement, pour vous dire, dans mon équipe, j'ai qu'une seule collab. Au lieu de 3. Et au lieu de 3, et elle fait le job de 2 personnes, et moi je compense la dernière personne. Et en fait, cette semaine, elle a craqué, elle m'a dit qu'elle en avait marre et tout. Et je dis, oui, je sais.
Ouais. Et le pire, c'est qu'elle est déjà dégoûtée. Et elle, ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'elle est sortie d'école, du coup, ça fait 1 an, ouais. Enfin, vous voyez, c'est vraiment je pense qu'elle partira, mais pas dans le cabinet comptable. Voilà, encore quelqu'un qui parle de la profession, comme moi, à la fin de l'année. Donc, oui. Que des boomers en plus, mes patrons vraiment, mais ils sont complètement déconnectés de ce qu'il faut et ils s'économisent quand même 3 salaires dans l'histoire. Donc, ouais, c'est ça. Mais tu vois, ça, je pense qu'on peut prendre 2 minutes pour le raconter, mais ce qui me choque vraiment dans ta boîte et qui montre que c'est quand vous parlez du Boomer Dream, on a des exemples concrets et je trouve que ta boîte en est un. C'est-à-dire que vous avez 2 patrons, qui ont un certain âge, effectivement, sont des boomers, mais c'est pas, franchement, c'est pas ça le problème. C'est même pas non plus qu'ils soient patrons. C'est même pas non plus le fait que comme c'est leur boîte, ils gagnent beaucoup d'argent. Moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, ils ont des problèmes d'effectifs parce qu'ils n'arrivent pas à recruter assez. Et quand une boîte n'arrive pas à recruter assez, il n'y a pas 50 raisons. Bon, certes, vous êtes dans un domaine où ça devient dur de recruter les gens parce que vous les dégoûtez, ok, mais ça veut dire que tu mets pas assez de moyens dans le recrutement et qu'en plus, tu payes pas assez cher les gens que tu veux recruter. Et on va dire, ces 3 facteurs réunis qui font que vous n'avez pas suffisamment d'effectifs. Et quand t'as pas suffisamment d'effectifs, en tant que patron, il faut que tu mettes un peu la main à la pâte. C'est-à-dire qu'en gros, tu as tes collabs qui sont là, qui font forcément le boulot de plusieurs personnes. Et encore une fois, faire le boulot de plusieurs personnes, c'est pas normal dans le monde du travail. Je veux dire, on a un contrat de travail pour faire un job. On est payé pour faire un travail. Il faut travailler correctement. Mais on n'est pas, je veux dire, à partir du moment où avec un salaire, tu fais... 3 ETP, donc dans le monde du travail on parle de 3 équivalents temps plein, c'est pas normal, et surtout quand ça commence à se tirer sur plusieurs mois, voire parfois sur des années. Et à la limite, le patron te dit bon, on met un peu, on va dire, on met le casque, ça va être dur quelques mois, et on va dire comme j'économise de la masse salariale parce que finalement comme on n'est pas à plein effectifs, je la redistribue sous forme de primes, même moi je me mets à bosser, etc. On essaie de trouver des solutions. T'as envie de lui dire ok, à ce moment-là t'as un peu cet aspect main dans la main qui permet d'avancer. Mais dans ton cas, le pire, c'est que les patrons, en fait, ils sont en week-end du jeudi soir au mardi, voire au mercredi matin. Et en fait, t'as envie de te dire, mais what the fuck? Je veux dire, t'es patron d'une boîte, ta boîte, elle tourne plus parce que t'as pas assez d'effectifs. Et au lieu de mettre la main à la pâte et de venir bosser, en fait, tu continues à faire genre comme si tout allait bien, tu vois. Et moi, vraiment, ça me sidère. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? Qu'en fait, c'est que tes équipes, elles sont dégoûtées, elles se cassent. Et après, ils vont se retrouver en mode, non, mais on comprend pas, nous, on a recruté des salariés, on les forme, mais après, ils restent pas, machin, etc. Enfin, franchement, je sais pas, tu vois, que le patron, il ait automatisé son business en mode, tout fonctionne parfaitement bien, du coup, je peux me permettre de quasiment pas être dans mon entreprise. Ok, ça, c'est parfaitement normal. Mais à partir du moment où ta boîte, elle tourne pas, tu dois être là, tu dois aider à faire ta part, prendre tes problèmes, parce que qu'est-ce qui va se passer sinon? C'est qu'à un moment donné, ta boîte, elle va finir par se cracher. Alors, heureusement, les experts comptables, c'est un peu tous ces métiers de rente où tu retombes toujours sur tes pattes, tu vois, dans ces milieux-là. Mais à un moment donné, ça va plus du tout aller, ça va finir comme ces experts comptables qui finissent par vendre leur portefeuille de clients à un confrère un peu plus gros et finalement, ils vont se vendre à PwC ou à Fidal ou un truc comme ça. Non, Fidal, c'est les avocats, mais ils vont chez EY ou que sais-je. Et en fait, vraiment ton cas, c'est t'as envie de te dire, mais en fait ils se comportent vraiment comme les seigneurs féodaux en mode non mais les gueux travailler, non même si ça va pas, moi je mets pas la main dedans, etc. Alors qu'attends frère, t'es expert comptable, t'as un cabinet de comptabilité, si à un moment donné les dossiers avancent pas parce qu'il y a pas suffisamment de masse salariale, faut que tu y participes quoi. Après je dis mon cabinet, mais en fait j'ai fait 3 cabinets dans ma petite carrière du salariat et en fait les 3 c'était les mêmes. Donc, c'est ça qui est un même 4, t'avais 4 cabinets en tout. Ouais, le tout premier. Ah oui, punaise, je le comptais même pas celui-là. Moi je le compte. Moi je le compte parce que franchement, je commence à en avoir marre d'entendre parler de comptabilité. Bon, vivement le 31-12. Et puis voilà, après, je pense qu'on est bon sur nos actus de la semaine. Ouais. Et une boom anecdote, on n'avait pas spécialement cette semaine. Non, et puis je pense qu'on peut direct passer à l'épisode du jour. Ouais, alors on va vous faire un épisode du coup sur le réseau dans l'immobilier. On pense que c'est important de vous parler des différents acteurs et qui il faut avoir dans sa poche et qui on peut se permettre de... Comment les trouver? Oui, comment les trouver aussi, et qui des fois on peut se permettre peut-être de pas l'avoir ou de faire attention sur certains acteurs. Du coup, voilà, on va se lancer. Ouais, je pense que c'est important parce que surtout que quand on démarre dans l'immobilier, on est parfois un peu désorienté devant, bon, on va pas faire étape par étape, c'est pas l'objet de l'épisode de voir comment on achète un bien et qui on va aller voir dans quel ordre, mais je veux dire, c'est un peu compliqué de se dire, ok, j'ai compris, pour trouver un bien immobilier je regarde sur le bon coin, je vais visiter un bien, je rencontre l'agent immobilier, d'accord, ok, j'ai mon bien, j'ai fait mon offre elle a été acceptée par le vendeur, et maintenant qu'est-ce que je fais, qui je vais voir, qu'est-ce qui est important ok, on m'a parlé de notaire, bon ça je sais qu'en France il va falloir que je passe devant un notaire, d'accord, il y a la banque, est-ce qu'il y a d'autres gens, dans quel ordre, et un petit peu
comment on les rencontre et à quel point c'est important de les avoir. Exactement. Donc on commence par le premier, peut-être. Ouais. Le premier qui me vient. Qui, je pense, c'est le plus important, c'est le notaire. Ouais. On vous en a déjà parlé, mais vraiment on insiste sur le notaire. Comment tu le choisirais d'ailleurs, ton notaire, toi ? Moi, personnellement, le notaire qui nous suit depuis longtemps, c'était entre guillemets assez facile. C'est presque un peu un notaire de famille, c'est-à-dire que c'était le notaire qui avait accompagné mes parents sur l'acquisition de leur maison. Donc c'était, on va dire, un peu logique d'aller là, surtout que mes parents habitaient dans un village, c'est le notaire du village, donc c'est un peu ce qui, on va dire, fait le lien. Mais à la base, on les connaissait pas spécialement. Enfin, je veux dire, il y avait pas de lien. C'est quand même C'est une grosse étude de Montpellier quand même, donc tout à connue, fait. Mais bon. Mais par contre, il n'y avait pas, on va dire, de lien intuitu personné entre nous et le notaire, etc. Et on va dire que la relation de travail qu'on a maintenant construite avec l'étude, qui fait qu'ils nous connaissent très bien, parce qu'on les voit à peu près 10 fois par an depuis 6 ans. Donc, faudrait qu'on compte un petit peu tout ce qu'on leur a fait. Bon, bien sûr, dans les frais de notaire, vous n'avez pas que leurs honoraires, mais il faudrait qu'on compte les honoraires qu'on leur a filés depuis toutes nos acquisitions. Ouais. Je pense que c'est quand même, on peut en dizaines de milliers d'euros. Et forcément, dans le temps, on a vraiment une relation de travail, donc avec quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de travailler, que vous connaissiez, qui s'est construit. Mais à la base, il y avait pas ça derrière. C'est vrai qu'on l'a plutôt choisi parce que il faut choisir son notaire, que là en l'occurrence c'était ce qu'on appelle le notaire de famille, et qu'après vous construisez la relation dans le temps. Mais c'est assez important que vous ayez votre notaire et que vous n'ayez pas forcément vers la recommandation de l'agent immobilier, sauf si l'agent immobilier est un ami, ok, allez-y. Mais je veux dire, déjà ne prenez jamais le notaire vendeur, c'est-à-dire quand vous faites votre première acquisition, vous avez votre notaire, le vendeur a son notaire, ça c'est vraiment la règle super importante. Et le compromis, vous le faites pas en agence, vous le faites vraiment devant notaire. Ça aussi, quand vous êtes débutant, c'est les trucs entre guillemets, c'est pas que vous vous faites avoir, mais ça peut entre guillemets vous créer des mauvaises surprises sur la suite de votre projet. D'ailleurs, on vous en avait parlé les semaines précédentes sur le podcast, mais en fait, pas plus récemment qu'il y a 2 semaines. Heureusement qu'on avait notre propre notaire, parce que sinon le notaire vendeur nous aurait fait faire une dinguerie. On avait le risque de nullité sur notre acte, effectivement. Donc ça c'est nous-mêmes on a des exemples sur peut-être pas chaque acquisition, mais toutes les 2 acquisitions, on a un petit warning de notre propre notaire. On nous dit on est content de l'avoir pris. Effectivement, le notaire vendeur, c'était un peu le pas vu pas pris, c'est-à-dire qu'un notaire c'est un officier ministériel, alors les trucs forcément les plus importants, les vérifications de base, ils vont vous les faire, ça c'est certain, mais des fois vous avez des petits points de droit qui sont pas tout à fait tranchés, vous avez parfois des trucs sujets à interprétation que vous pouvez mettre plus ou moins dans le compromis, ou alors le vendeur vous a dit quelque chose, le notaire il marque quelque chose d'un peu différent dans le compromis, vous faites pas attention. Vous voyez, c'est des fois on dit toujours le diable se cache dans les détails, donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant et avoir votre propre notaire. Et moi je vous recommande de prendre le notaire de votre famille. Sinon, en réalité, à partir du moment où vous êtes le client d'un notaire, dans 90% des cas, il fera bien son job. Si vraiment vous devez trouver un professionnel et que vous avez aucune piste, c'est très simple. Vous prenez les gros notaires de votre ville, vous regardez les avis Google et vous regardez celui qui est le mieux noté. C'est con, mais c'est comme quand vous choisissez un restaurant. Si vous voyez que tout le monde met des bons avis Google, c'est que le notaire est bon et efficace. Est-ce que je dirais que les clercs de notaire, c'est important aussi ? De les connaître ? Tu penses que ça peut trancher sur le fait est-ce que tu restes chez un notaire ou pas ? Non, je pense pas. Pour moi, celui qui est important, c'est le notaire. Le clerc de notaire, il travaille pour le notaire, donc c'est pas, quand je dis, c'est la petite main, pas dans le sens péjoratif. C'est juste que le clerc de notaire, des fois on les voit même pas. Je veux dire, il y a des clercs de notaire avec qui on a échangé par mail, on les a jamais vus. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc tu peux pas créer de lien avec quelqu'un que tu vois pas. Enfin, si tu l'as par téléphone rapidement, quoi. Après, je disais ça parce qu'il y a 3 ans, on avait une clerc qui était pas du tout efficace. Depuis, on en a une. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Oui. Et c'est vrai que du coup, ça nous fait vachement rester. Mais il y avait une qui répondait jamais ou qui s'était trompée sur le calcul de la plus-value. Oui. Après, on est compréhensif. On sait ce que c'est les métiers comme le clerc de notaire. Je peux dire vraiment, à part expert comptable, vraiment clerc, c'est le pire. Tu vois. C'est vrai que clerc de notaire, c'est un level de boomerang assez élevé. Donc on est vachement compréhensif. On sait ce que c'est d'être débordé. Oui. Mais c'est vrai que avoir un clerc efficace, c'est bien quand même. C'est bien aussi. Après, j'ai envie de te dire, ça va avec l'étude. Si ton notaire est bon, si l'étude est bonne, t'auras du bon personnel derrière. Donc je pense que c'est important, effectivement. Et si par exemple vous connaissez le vendeur ou quoi, ça nous est déjà arrivé, on connaissait le vendeur d'un bien, et en fait elle avait un peu fait le forcing pour qu'on passe sur un seul notaire,
Et même là, alors c'est un pote à toi maintenant, c'est en gros là, le notaire c'était la femme d'un pote à Julien. Et en fait, il nous avait dit, ouais, vous auriez pu prendre ma femme comme notaire, ça aurait fait qu'une étude. Et en fait, non. En fait, sur le dossier, cette notaire-là était déjà le notaire vendeur. Si elle n'était pas notaire vendeur, moi, je voulais bien la prendre sur un dossier. Moi, je veux dire, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec une autre étude où on a on va dire, nos petites habitudes. Mais je veux dire, à un moment donné, s'il faut travailler avec c'est comme une banque, hein, si à un moment donné, il faut travailler avec un autre, c'est pas problématique. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où cette notaire-là était passée notaire vendeur, moi, j'étais acquéreur, on était obligé de passer avec un autre notaire. Donc là, en l'occurrence, on a pris celui habituel avec qui on passe, c'est normal. Est-ce que tu as encore un truc à dire sur les notaires? Je sais pas qu'est-ce qui est important chez les notaires. Non, je pense que c'est tout. Après, en plus, les notaires, honnêtement, c'est des professionnels du droit qui sont de bons conseils et que vous pouvez voir sur d'autres aspects. Par exemple, sur un aspect de pacte, de mariage, de testament, de donation. Enfin, vous le voyez pas que pour des acquisitions. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec un notaire et il peut vous conseiller, sachant que normalement, si c'est un conseil pur, il va peut-être vous le facturer. Quoique, normalement, si c'est par exemple dans la préparation d'un acte, normalement, il va peut-être même pas vous le facturer. Donc, si c'est un notaire avec qui vous avez l'habitude de travailler, si à un moment donné, il faut faire un rendez-vous de préparation sur un dossier, je veux dire, n'hésitez pas à poser des questions. Après, toujours se souvenir que c'est des professionnels du droit, que leur domaine de compétence pure, c'est les questions juridiques dans leur sphère de travail. C'est pas eux qui vont vous dire si c'est une bonne affaire, le prix des travaux, etc. Et nous, ça nous est déjà arrivé que des fois les notaires nous en opération nous disaient faites attention, nanana, enfin qu'ils aient un petit peu des réflexes, un petit peu de crainte pour l'opération qui n'était pas forcément fondée, simplement parce que c'est pas des investisseurs, c'est pas des promoteurs, c'est pas des entreprises de travaux, ils ont vraiment leur sphère pure qui est le juridique. Ouais. C'est vrai que le nôtre, à chaque fois qu'il nous voit, il a mis encore vous. Ouais. Et puis ça nous permet aussi, vu qu'on le voit assez souvent, dès qu'on a une question, là par exemple, je dis n'importe quoi, mais nous on est paxé, voilà, si on veut revendre notre RP, on a un doute ou on sait plus ou quoi, en fait vu qu'il nous connaît et qu'il nous voit assez souvent, qu'à chaque fois il doit repréparer les dossiers, etc., on peut lui poser la question, il pourra nous répondre facilement, comme ça, je dis sur le coin de bureau, tu vois, oui. Mais bon, au moins ça nous permet d'avoir un contact avec lui et pas du conseil gratuit, mais voilà. Oui, et peut-être ça, c'est une dernière chose sur les notaires, il faut bien comprendre que dans une vente, l'agent immobilier, en fait, il y en a qu'un qui fait un peu l'intermédiaire entre le notaire et le vendeur. Donc l'agent immobilier, vous avez ceux qui sont un peu plus du côté vendeur, ceux qui sont un peu plus du côté acquéreur. Moi, je sais qu'on a déjà rencontré un peu les deux, mais c'est vrai que dans la défense pure de vos intérêts, c'est pas vers l'agent immobilier qu'on se tourne, c'est toujours vers le notaire. Pourquoi ? Parce que le notaire, comme il y en a un qui est vendeur, un qui est acquéreur, c'est un petit peu comme votre avocat, pour faire une comparaison, dans le cadre de votre acquisition. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sera de votre côté et qui forcément va quand même rester dans les limites du droit. Si à un moment donné le droit est contre vous, il vous dira malheureusement on peut rien faire. Mais en tout cas voilà, il va, et nous ça nous est arrivé pas plus tard que sur notre dernière acquisition où notre notaire s'est pris la tête verbalement avec l'autre notaire. Même moi j'ai été choqué de voir que des notaires pouvaient presque se crier dessus. Surtout que le nôtre il est très calme et très carré. Calme et très carré, vraiment un peu limite tiré à 4 épingles. Enfin vraiment, c'est quelqu'un qui s'emporte pas. Putain, mais t'es là, waouh. Ouais, on l'avait jamais vu comme ça, quoi. Il était très énervé et bon, enfin ça faisait quand même un petit peu plaisir de se sentir accompagné et défendu par son conseil. Il aurait pu dire ok c'est bon laisse. Oui c'est ça. Ok pour ça. Le deuxième que j'ai sur la liste, attention, c'est le banquier. Ah, le banquier. Relation haine-amour. Oui, là aussi, le banquier, je pense qu'on en a tous un, sauf si vous êtes dans une banque en ligne où là, effectivement, vous n'avez peut-être pas de banquier, ou ça peut arriver aussi quand vous êtes dans des banques. Je sais que par exemple dans la banque où je travaille c'est un peu le cas, quand vous êtes un peu entre ce qu'on appelle client grand public, c'est-à-dire que vous consommez pas beaucoup des produits de la banque, vous avez juste un compte comme ça, une carte. En réalité vous avez même peut-être jamais la banque au téléphone, juste par mail une fois par an, où là effectivement vous n'avez pas de conseiller particulier. Mais ça c'est important quand vous voulez enchaîner les opérations immobilières, d'avoir quand même un banquier qui vous connaît, où le courant commence à passer, etc. Ça, il n'y a pas de secret pour le rencontrer. Il faut être client de plusieurs banques, faire des rendez-vous et, entre guillemets, avoir des dossiers que vous voulez faire financer auprès de la banque et puis continuer à travailler un peu avec la banque derrière, prendre l'assurance chez la banque, faire fonctionner de l'épargne. Enfin ça, on va pas revenir sur comment avoir son prêt immobilier. On avait fait un épisode même en 2 parties assez longues sur ce sujet. Là où je voulais plutôt assister, c'est comment on le rencontre en fait ce banquier. Donc c'est tout simplement en allant voir plusieurs banques et n'hésitez pas à voir plusieurs banques en réalité.
le premier qu'on va voir, et ça je vous le conseille dans tous les cas, c'est la banque où vous êtes client ou les banques où vous êtes client, quand ça peut arriver facilement qu'on ait un compte à la BNP, un compte à la Société Générale. Allez voir les deux. Et c'est surtout qu'il faut, si vous voyez que le courant commence à passer avec un conseiller ou qui comprend vos projets, franchement, essayez vraiment de créer un lien d'affaires avec lui et de bien lui expliquer. En fait, rendez-lui ce qu'il peut vous donner, et vraiment c'est comme ça que vous construisez une relation d'affaires avec un professionnel de la banque. Après, souvenez-vous toujours que malheureusement c'est qu'un salarié, donc en fait il va bouger rapidement. C'est pas comme votre notaire où parfois pendant 30 ou 40 ans un notaire il travaille dans la même étude. Un banquier en général au bout de 3 ans il va changer de poste, c'est un peu la moyenne. Et malheureusement, même s'il y a beaucoup de dossiers où le fait que vous ayez son appui, ça va peut-être être j'ai perdu le mot, mais que ça va en gros déterminer si vous avez ou pas l'accord sur votre financement, malheureusement c'est la banque qui décide, les experts crédits derrière lui, et que même si le courant passe bien avec lui, à un moment donné il va peut-être vous dire malheureusement on peut pas vous suivre sur ce dossier là, et dans ces cas là c'est pas très grave, allez voir une autre banque. Oui, et puis je vois bien autour de moi, il y en a plein qui ont peur de changer de banque, tu vois. Alors nous, on change rarement de banque, mais... non, nous, c'est pas qu'on change de banque, on ouvre des comptes dans plusieurs banques. C'est ça, c'est que nous, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai dû changer l'indexation de mes salaires pour faire passer le prêt, justement. Donc j'ai fait l'indexation. Oui, tu as fait passer un nouveau RIB pour avoir le virement du salaire, quoi. Voilà, c'est la ça. Domiciliation des flux, on appelle. Ça fait partie de la négociation, et je sais qu'il y en a plein que ça dérange de changer de banque. Alors, pas forcément de clôturer ses comptes, mais... voilà, c'est pas le genre de détail qui doit vous freiner si vous devez démarcher d'autres banques que la vôtre, parce que vous allez voir des fois le conseiller il a déjà rempli ses objectifs de l'année, ou pour lui il a pas envie de faire le projet. Ça arrive souvent des fois de pas être compris par son conseiller, ou le projet l'emballe pas, ou voilà, c'est un humain que vous avez en face de vous, donc n'ayez pas peur d'aller voir une autre banque et de faire ce qu'il faut pour avoir votre prêt, même si c'est par exemple déplacer votre épargne. Moi elle m'avait dit quoi, le PEA, elle m'avait dit quoi d'autre. On a pris l'assurance, on avait fait... T'avais domicilié ton épargne. Voilà, et oui, en fait, vu qu'on voulait vraiment notre prêt... Au final, on a eu notre prêt en 1 mois, alors que j'avais plus aucun sou chez eux, et elle m'a demandé de tout rapatrier, je l'ai fait, et puis c'est tout, quoi. Ouais, complètement. Donc, comme quoi, ça peut être déterminant. Et je vois bien, par exemple, j'ai un collègue qui essaye d'acheter un immeuble, donc là, il est en fin de compromis. En fait, il vient de se rendre compte que sa banquière, elle est pas chaude pour faire le prêt. Et qu'elle lui demande 3 fois l'apport qu'il faudrait. Et du coup, il est là, mince, on va pas faire le projet du coup. Je suis là, mais non. En fait, non. Tu veux juste voir une autre banque. On va voir une autre banque. Donc voilà. Et c'est pour ça, et surtout en plus vous avez la chance que vraiment il y a combien de réseaux bancaires en France, je sais plus, il faudrait compter, mais il y en a moins d'une douzaine. Donc sans oublier ceux qui ont des filiales régionales en mode par exemple nous on s'est financé par un groupe mutualiste qui a une filiale en Alsace, et t'avais gardé un compte là-bas de l'époque, donc finalement c'est eux qui ont pu nous financer. Donc vraiment, et n'hésitez pas, n'ayez pas froid aux yeux, et allez voir plusieurs banques. Vous aurez forcément à un moment donné même la chance qui va un petit peu se tourner vers vous. Et je pense aussi, ce qui est important de voir, c'est que contrairement au notaire où dès que vous faites un dossier chez un notaire, vous êtes un peu considéré comme le client important, parce que les notaires ont cette démarche et d'ontologie professionnelle de traiter tous leurs clients avec la même importance. Enfin, en tout cas, j'espère que nous, en tout cas, ça a toujours été le cas, qu'on ait eu notre premier petit dossier ou des dossiers de plus en plus gros, on a le même service. J'espère que toutes les études fonctionnent comme ça. Moi, en tout cas, des échos que j'ai, effectivement, c'est le cas. Les banques, c'est un peu différent. Les banques, faut reconnaître que c'est du volume. Si vous êtes, entre guillemets, un petit client ou un client signifiant, en fait, si jamais ça le fait pas avec vous, la banque, elle va faire, dommage, on n'a pas été bon, mais c'est pas grave. Et ça peut faire des fois un peu mal, parce qu'on attend un peu ce truc privilégié, mais malheureusement les banques c'est pas dans leur ADN. Alors même si elles le disent partout, moi je suis bien placé pour être à l'intérieur pour vous dire que non, les banques en réalité, si à un moment donné ça pète avec un client, elles s'en foutent complètement, parce qu'en fait elles en ont des centaines de milliers, voire des millions. Donc il faut que sur du volume ça se passe bien. Si maintenant il y a un dossier qui part mal, en fait tant pis. Alors oui, des fois individuellement les humains derrière vont se dire c'est dommage, on aurait peut-être voulu faire ce dossier. Mais c'est pour ça que n'ayez pas, à partir du moment où ça se passe pas bien avec une banque, vous dites pas que ça y est, ça se passera plus jamais bien. Non, allez juste voir une autre banque. Peut-être qu'à un moment donné, vous aviez un conseiller, ça se passait bien, le conseiller est parti en burn-out, vous en avez un autre qui pipe rien. Oubliez pas non plus, et ça je vous le dis de l'intérieur, je pense que c'est parfois un peu dommage pour les banques, mais comme c'est un domaine d'activité où avant on disait un peu, c'est vrai que les banquiers étaient nantis, donc ils étaient bien payés, travaillaient pas beaucoup, il y avait plein d'avantages. Tout ça a tendance à se renier, et les meilleurs éléments partent de la banque.
Donc le problème, c'est que, peu comme chez les comptables, quand les meilleurs éléments partent, en fait, vous recrutez de plus en plus des profils qui sont moins bons. Et c'est vrai qu'en tout cas, dans les réseaux bancaires un peu grand public, moi je le constate un peu à mon niveau, je trouve que le niveau technique a tendance à énormément baisser. Et malheureusement, qui dit niveau technique qui baisse, dit parfois aussi niveau intellectuel qui baisse avec. Mais quand je parle de niveau intellectuel, je dis pas que c'est des gens bêtes, je dis simplement que c'est des gens qui vont être moins avertis sur leur domaine de compétences, qui est l'aspect financier, tout simplement, et sur les investissements qui sont derrière. Donc vous, quand vous ramenez avec vos investissements, enfin avec vos projets, et que vous essayez d'expliquer que voilà, vous avez fait une opération à cash flow et que peut-être dans X années, vous allez vous voulez en vivre, ou en tout cas ça vous fait un complément de revenu. Voilà, ça c'est votre philosophie. En face, vous avez des gens qui sont pas à l'aise avec la SCI, qui sont pas à l'aise avec la holding. Là, je parle des conseillers grand public, oui. Parce que je pense même c'est la majorité de. Mais par exemple, mon collègue, c'est ça. En fait, elle a l'habitude de faire des RP, et en fait là, c'est pas une RP locative. Du coup, elle sait pas faire. Elle a dit, en fait, non. Ouais. Parce qu'il faut bien comprendre. Moi, je suis banquier privé. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 5000 clients en banque privée sur un total de clients de 1 million à peu près. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a, donc c'est pour vous rendiez compte un peu du pourcentage, hein. Donc on a 5000 clients de banque privée, donc on a 5000 clients à qui on donne un banquier privé qui est, on va dire, mieux formé, mieux accompagné, avec plus de staff, etc., pour arriver à donner du meilleur accompagnement aux clients. Les 1 million de clients restants qui sont pas banque privée, ils ont accès aux agences classiques, avec parfois des gens qui sont moins bien formés, comme je le disais, et tout ça pour vous expliquer qu'effectivement, je pense que dans notre audience, c'est plutôt vraiment l'agence bancaire classique vers qui on se tourne, et c'est pour ça que si en face vous avez l'impression que la personne vous regarde avec des grands yeux et que vous lui parlez de SCI, LIS et que elle est pas à l'aise, dites-vous juste que c'est un problème d'interlocuteur, c'est pas vous qui faites n'importe quoi. Oui, il faut pas le prendre pour ça. Il y en a plein qui sont vexés parce que leur banquier ne les suit pas. En fait, alors que tu te rends compte, on a de l'épargne, on a des cartes bancaires, ça me fait trop rire. C'est vexant. Enfin, je peux comprendre que ce soit vexant parce qu'en fait, c'est prendre un nom dans une négociation. Mais je pense qu'en fait, c'est parce que on prend pas assez de noms en négociation. Et je pense que quand tu commences à être un bon investisseur, quand justement le nom ne te fait plus peur et que t'es plutôt content de prendre un nom. Après, bon, la banque, c'est un nom un peu particulier, mais même une banque qui te dit non, tu peux toujours lui dire OK, mais dans quel cas j'aurai un oui. Et c'est un peu comme avec un vendeur, vous négociez, vous lui dites ton prix c'est 300 000, je t'en offre 200 000, il te dit non, tu dis pas je suis vexé, il m'a dit non alors que je lui ai quand même proposé 200 000. Non, tu dis ok, tu m'as donné non, pour combien tu me donneras un oui? Et là tu lances une négociation. Donc c'est vrai que le non est vexant, mais parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre des noms. Par rapport au banquier, ça me permet de drifter sur le prochain membre du réseau, c'est le courtier. On fait une légère aparté parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le courtier. Oui, ça va être assez rapide. De manière générale, honnêtement, soit vous avez vraiment un bon courtier parce que, je sais pas, soit il est un peu, là encore une fois, quand on parlait de réseau et de comment se constitue un réseau, moi je considère que le notaire c'est très important d'en avoir un, le banquier forcément si vous avez besoin de financement c'est très important aussi, les agents immobiliers un petit peu moins, on en parlera après. Par exemple les courtiers, je considère que c'est pas important sauf si par chance vous avez un bon courtier. Mais pour moi, ça vaut pas le coup d'investir de la ressource dans trouver un bon courtier parce qu'en fait, c'est juste un intermédiaire qui va interagir entre vous et la banque et en fait, vous pouvez vous en passer tout simplement. Et le problème, déjà, c'est un coût. Alors oui. Même si c'est un petit coût parce que c'est intégré dans le prêt, ça coûte quand même 1000 à 2000 balles par dossier de prendre un courtier. Et c'est surtout que moi, tous les courtiers que j'ai vus travailler autour de moi ou que j'ai eu l'occasion de rencontrer, parce qu'effectivement, nous, sur des dossiers, à partir du moment où un courtier vous dit non, mais il n'y a pas de souci, donnez-moi les éléments, je vais voir si je peux vous trouver un prêt, et que en fait, ils en trouvent jamais un, vous vous dites en fait, ça sert à rien que je passe par un courtier, quoi. C'est ça, et en fait. Pour moi, vous savez, nous, on fait de l'investissement de rendement, on vous le dit à chaque fois. Nous, on a toujours fait ça comme ça. Alors, de moins en moins, par exemple, sur les frais comme les travaux, mais tout ce qui peut être fait par nous et qui prend pas de temps, etc., on préfère le faire nous-mêmes. Et clairement, le courtier, désolé pour le courtier, on peut clairement s'en passer. Oui. Et moi, je vois, à part des gens qui n'ont pas voulu se mettre la main à la pâte et aller démarcher d'autres banques, j'ai jamais vu en fait des courtiers vraiment efficaces. Toujours le même collègue qui veut acheter son immeuble, il a confié son dossier il y a 3 mois à une courtière et en fait qui a pas bossé ou qui en fait il est marron parce qu'en fait elle a rien déposé et du coup là il est là, vous avez des propositions. Oui. Et elle est là en fait non. C'est trop compliqué votre dossier. Alors en plus il a pas dû choisir une qui est spécialisée en investissement, il a dû prendre une en RP encore. Mais franchement, il aurait
plus facile de monter son petit dossier, d'aller démarcher plusieurs banques et d'avoir son prêt rapidement. Là, il est là en mode dans 2 semaines, le compromis c'est fini, tant pis, je ferai pas mon opération. C'est bête, quoi. Tout ça parce qu'il a confié son financement à des gens qui n'ont pas travaillé. Donc, je dis pas que tous les courtiers travaillent pas, mais je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même sur ce point-là. Non, mais puis même, là encore, je veux casser un mythe. Alors, c'est toujours pareil, hein, il y a toujours des contre-exemples, mais la réalité, c'est que la majorité des courtiers ne travaillent en fait qu'avec 1 voire 2 banques et souvent avec un conseiller. En fait, les courtiers, c'est souvent d'anciens banquiers qui se sont mis à leur compte et qui travaillent avec leurs anciens potes de l'agence, grosso modo. Donc vous avez l'impression que quand vous confiez votre dossier à un courtier, il va aller voir 15 banques, il va s'arracher pour vous et qui va vous faire gagner du temps sur les rendez-vous. Mais en fait, c'est faux. C'est-à-dire que le courtier, il va prendre votre dossier. Il est bouffé avec son pote. Ouais, c'est ça. Peut-être même pas. Il va envoyer un mail à une banque ou peut-être une deuxième banque avec qui il travaille et c'est tout. Ce qui veut dire que vous avez peut-être 3 comptes bancaires dans 3 banques différentes. Vous avez déjà plus de réseau bancaire que votre courtier. Donc là encore, c'est un peu un mythe à casser, c'est que le courtier, il marge en faisant beaucoup de dossiers. Et ils font surtout beaucoup de dossiers de résidence principalement. En réalité, le courtier, c'est souvent plutôt un professionnel qu'on va voir, par exemple le promoteur immobilier, qui vend des primo-accédants, qui n'ont jamais fait de prêt immobilier. En fait, le promoteur, il a son courtier avec qui il travaille. Il fait soit vous faites soit les potentiels hackers, ils font leur dossier tout seul avec leur banque et le promoteur est content, soit ils font vous avez un peu de problème, voilà, j'ai mon courtier, il travaille peut-être une autre banque, ça peut le faire, voilà. La plupart du temps, les courtiers, c'est comme ça, mais si vous voulez être un gros investisseur immobilier, vous aurez jamais un courtier qui vous fait tous vos dossiers, etc. J'ai même déjà regardé beaucoup parce que, je me tiens quand même un peu au courant de ce qui se fait. J'écoute pas mal d'autres podcasts parfois avec effectivement des petites startups dans le domaine du courtage ou du financement, etc. Je regarde un peu ce qui se fait. Et en vrai, à chaque fois, c'est toujours pareil. C'est qu'à la fin, finalement, si vous avez votre propre banquier ou une banque avec qui vous travaillez ou que vous avez la capacité d'aller en chercher une autre, allez chercher des banques vous-même. Il n'y a aucune solution miracle qui peut passer par le courtier pour avoir son prêt. Vous êtes les mieux placés pour défendre votre dossier, surtout quand c'est de l'investissement. Et je terminerai peut-être juste par une anecdote. Je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, on avait dû acquérir des bureaux professionnels qu'on devait découper. Et en fait, on était en train de négocier le prêt avec le vendeur et le vendeur nous avait demandé notre dossier bancaire pour l'adresser avec son courtier, que son courtier puisse valider si on était finançable ou pas. T'en souviens ou pas ? Boomer, oui, bien sûr. Ah ouais, non mais c'est... Fou, et en plus, presque, ils voulaient nous envoyer nos informations personnelles, parce qu'il faut quand même savoir qu'ils nous demandaient nos avis d'impôts, nos bulletins de salaire, etc. Pour les donner. C'est ça, pour les donner à son courtier, qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, qui ne travaillait même pas dans une banque, voilà, qui était juste courtier pour savoir si on était finançable. Alors moi, je lui avais gentiment répondu bonsoir, non. Et finalement, en plus, il a eu une offre au prix 2 jours après. Mais bon, moi, j'avais quand même été choqué d'avoir été contacté par le vendeur pour ça, quoi. Putain, c'est n'importe quoi. L'agent immobilier. On vous a fait tout un épisode sur l'agent immobilier. Ouais, donc là, on va pas s'attarder énormément non plus. Soit il est bon, soit il est pas bon. C'est ça. S'il est bon, gardez-le. Gardez-le, oui. S'il est pas bon, tant pis. Et quoi qu'il arrive, je pense que c'est le professionnel, quand vous êtes investisseur immobilier, c'est le professionnel que vous voyez le plus. Je compterai pas le nombre d'agents immobiliers qu'on en a vu. Je pense qu'on a dû en voir une 50aine, au moins, voire plus. Je pense qu'on en a vraiment vu beaucoup. Et quand ils sont bons, ils peuvent vous apporter d'autres affaires, donc restez aimable avec lui. Quand ils sont pas bons, ne comptez plus sur eux. C'est ça, et je pense que c'est un professionnel où malheureusement on peut pas attendre grand chose. Après, toujours pareil, hein, vous allez avoir des bons agents immobiliers et nous maintenant on en a un petit peu justement quand on vous parle de la constitution d'un réseau, on en a gardé 1 ou 2, on a les numéros, éventuellement on les recontactera, mais c'est très peu. Et par exemple pour celui qui se posera la question comment je trouve un bon agent immobilier, en fait il n'y a pas de secret, il faut rencontrer des agents, faire des visites, et c'est comme ça où avec le temps ça se fera. Mais je pense pas que l'objectif trouver un bon agent immobilier soit quelque chose qu'un investisseur immobilier doit faire, sachant que ils ont un petit peu cette réputation-là et malheureusement beaucoup la valident, c'est que c'est un peu des ouvreurs de porte. Dans, on va dire, la majorité le sont. Encore une fois, il y a une minorité qui fait bien le taf, mais la majorité, en fait, ils découvrent le bien avec vous presque. Je sais pas si t'as vu, c'est un Reels un peu, en plus c'est une vieille vidéo du Palmacho, mais c'est un Reels qui tourne en ce moment sur Instagram, où en fait, l'agent immobilier, il fait visiter le bien, et en fait, il est sur son téléphone, tu vois, en train de taper des SMS, et le mec, il tape dans tous les murs de l'appart, il fait, c'est porteur, ça? Et l'agent immobilier fait, non! Comme ça. Et il retape dans d'autres murs, il fait, vous êtes sûr, je peux le casser, celui-là? Et l'agent
immobilier, il fait oui, vous inquiétez pas de souci, tu vois. En mode, l'agent immobilier, de 1, il s'en fout, et de 2, il y connaît rien, quoi. Et je trouve que c'est caricatural, pardon, je suis fatigué, mais c'est drôle et malheureusement, il y en a beaucoup que c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas renseignés. Même encore la dernière fois, je l'avais raconté, donc je m'attarde pas dessus, mais une des dernières acquisitions qu'on est en train de faire, on est dans un vieux centre-ville, tous les immeubles, ils ont 100 voire 200 ans. L'immeuble qu'on visite pour acheter le rez-de-chaussée, on voit quand même qu'il est plutôt récent, je vois que c'est du béton armé. Alors encore une fois, je suis pas ingénieur des ponts et chaussées et j'ai jamais construit d'immeuble de mes mains, tu vois, mais je suis quand même... T'es là pour piéger personne, surtout. Voilà, c'est ça. Et puis je reconnais juste quand même la date de construction d'un immeuble quand vous avez fait beaucoup de visites, ça devient quelque chose que vous connaissez un petit peu. Et je dis à l'agent immobilier, il est de quelle date cet immeuble? Il dit vous savez, dans les vieux centres-villes, souvent on n'a pas l'année de construction des immeubles. Je lui dis non, mais parce que moi je pense que celui-ci il est récent. Il me fait bon, vous pensez? Je lui dis, je regarde, je lui dis du béton armé, c'est pas ça il y a 100 ans quoi. Et il me dit peut-être, etc. Il revient 2 jours après me dire la date de construction, je sais plus, on était en 1970, tu vois. Ça, finalement un immeuble pas si vieux. Et je me dis mais c'est dingue, le mec il est agent immobilier. Ça, en fait, même quand tu complètes ton annonce sur le Bon Coin, on te demande la date de création, enfin la date de construction de l'immeuble. Donc je me dis mais il s'est même pas posé la question d'aller aussi loin. Donc voilà, c'est des exemples comme ça qui font qu'on est souvent déçus des agents immo. Puis vous allez voir que plus vous prenez de l'expérience dans l'immobilier, vous avez encore moins besoin d'un agent immobilier parce que le 3/4 des trucs vous les savez rien qu'en visitant. Donc il y a pas de sujet quoi. Prochain membre du réseau, l'avocat ou le conseil. Comptable, oui. Alors ça, c'est un professionnel que vous voyez moins en tant qu'investisseur immobilier, surtout au début. Je pense que le comptable, si en tout cas vous achetez en nom propre au début, il n'y en a pas forcément besoin. Oui, et puis en toute honnêteté, tout ce qui est investissement immo, c'est pas rentable pour nous, experts comptables. Parce qu'en fait, c'est pas des dossiers qu'on vend cher parce que, en fait, il n'y a rien de... Enfin, c'est pas des dossiers en marge, en fait. Oui, et puis techniquement, vous pouvez pas faire beaucoup de... Techniquement, il n'y a pas grand-chose à faire à part amortir, etc. Donc, pour nous, c'est... Voilà. On vous reçoit, je sais même pas si on vous reçoit une fois par an. Si t'as juste une SCI, je pense pas. Mais oui, donc après, si vous avez une SCI, c'est un petit peu obligatoire d'avoir un comptable là, par contre. Mais bon, essayez de trouver en gros le moins cher. Regardez quand même ce qu'il fait, intéressez-vous un minimum à comment fonctionne la comptabilité. Si vous achetez en nu, encore une fois, ça c'est le mode d'exploitation qu'on ne conseille pas, mais vous n'avez pas besoin de comptable. Pareil, si vous êtes en SCI LIR. Il n'y a pas besoin non plus de comptable, mais ça aussi, même pour normalement... la déclaration, vous n'avez pas besoin. C'est ça, mais ça aussi, c'est un mode d'exploitation normalement qu'on ne conseille pas. En revanche, quand vous êtes en LMNP, c'est un peu le cas où vous avez le choix, c'est-à-dire soit vous faites une comptabilité vous-même, par exemple, là on va faire une petite pub, on aurait dû leur demander un code promo, mais c'est je déclare mon meublé. Moi, ça fait plusieurs années que je passe par eux, donc vous tapez je déclare mon meublé sur Google, et en fait, c'est une offre en ligne où je crois que c'est 200 ou 250 balles par an, et vous pouvez déclarer tous vos LMNP. En ligne, et c'est vous qui remplissez en fait les factures, et ils font ce qu'on appelle la télédéclaration, sachant que la télédéclaration c'est le seul truc que normalement seul le comptable peut faire, de télédéclarer à l'administration fiscale votre déclaration professionnelle, et en fait ça vous permet de vous abstenir d'un comptable. Et c'est vrai que nous dans notre cas c'est plutôt une solution qui est rentable d'un point de vue du coût, parce que c'est vrai que le comptable c'est con, mais si vous le payez 1000 balles par an, c'est 1000 balles que vous n'avez pas dans votre cash flow, et là en l'occurrence c'est 250 balles pour autant de biens que vous voulez, en location meublée, je précise, si vous êtes en SCI LIS, ça fonctionne pas. Je suis bientôt expert comptable, ça serait le comble de payer un comptable pour nous. Oui, mais bon, j'essaye de parler aux gens qui n'ont pas épousé une comptable, tu vois. Mais bon, surtout attention au LMNP, ce qui est important et qui est retaclé en contrôle fiscal, c'est les amortissements quand vous vendez surtout. Donc faites attention, c'est là où il faut pas se tromper, et voilà, passer par un comptable ou par je déclare mon meublé, ça vous garantit que les amortissements sont bons. Parce que dans je déclare mon meublé, pareil, vous avez en fait c'est des tutos, c'est comme si vous remplissiez un dossier en ligne, donc ils vous disent ce que vous pouvez faire, pas faire, et c'est très très simple. Ils vous demandent juste de rentrer la facture, de mettre votre bien, enfin c'est quand même assez bien fait. Ouais, c'est bien ficelé. C'est vraiment pas à la tête d'une comptabilité, c'est bien fait. Et au moins vous êtes sûr, parce que l'alias apparaît en anomalie quand c'est pas bien fait, et du coup vous pouvez modifier, enfin vraiment... Enfin, moi, je trouve ça bien, vraiment, c'est incroyable. Pour un truc en ligne. Et comment tu le trouverais, le comptable ? Comment tu le trouverais, le comptable ? Franchement, un peu pareil que le notaire, je regarderai... Après, tu connais forcément quelqu'un autour de toi qui est un comptable. Oui, déjà. Bon, après, moi, j'ai un bon réseau d'experts comptables. Oui, forcément, mais pour quelqu'un qui est pas du métier, tu vois, tu connais forcément quelqu'un qui a une petite boîte, un auto-entrepreneur qui est un comptable, machin. Et, en fait, je connais jamais personne qui est super satisfait de son comptable, tu vois. C'est vrai. Alors, vraiment,
c'est malheureux, hein, mais d'un côté, je comprends tellement quand je vois comment ça se passe en ce moment, je me dis, c'est normal. Surtout sur les petits dossiers. Je pense sur les gros dossiers, c'est un peu différent. Oui. Je pense pareil. Parce qu'on a un peu plus DAF, etc. Ouais, voilà. Ou par exemple, quand tu as une boîte qui a déjà, on va dire, sa comptabilité internalisée et qui prend juste un expert comptable pour signer le bilan une fois par an, tu vois. De toute façon, quand vous êtes trop gros, je vous conseille d'internaliser votre comptabilité. Et en fait, on est plus utile en valeur ajoutée au niveau d'être un espèce de DAF d'externaliser, de faire des tableaux de bord que de juste la production comptable. Vous allez voir qu'ils font tous la même chose. C'est ça. Et souvent, on se viande beaucoup sur la production comptable parce qu'on n'a pas cette staff. Regardez déjà autour de vous s'il y a quelqu'un qui... Voilà, les questions à poser, c'est est-ce que votre dossier sort dans les temps ? Est-ce qu'il répond souvent aux mails ? Après, au niveau du conseil, encore une fois, on va en parler par rapport à l'avocat, mais... nous, par exemple, tout ce qui est juridique, en fait, c'est des missions, on marche beaucoup et souvent, c'est pas bien fait. Donc, moi, je recommanderais même pas un expert. De le faire. Et c'est vrai que par exemple pour parler rapidement de l'avocat, quand vous démarrez dans l'immobilier, c'est pas quelqu'un que vous avez besoin forcément d'avoir dans votre réseau parce que au début vous êtes trop petit pour avoir de quoi, et surtout besoin de payer par exemple un avocat fiscaliste pour optimiser votre fiscalité. Si c'est juste, on va dire, du droit immobilier qu'il vous faut, votre notaire peut déjà répondre à pas mal de questions. Il y a peut-être juste le cas où vous pourriez rapidement rencontrer un avocat, c'est celui où vous faites des baux commerciaux. Et encore une fois, c'est toujours à réfléchir comment rédiger son bail commercial. Si vous faites une location à 400 € par mois, vous tapez bail commercial modèle sur Google et vous trouverez un truc qui sera peut-être pas optimal, mais pour un loyer à 400 € ça suffira. Maintenant, si vous faites un bail commercial à 10 000 € par mois, là pour le coup c'est quand même un très gros bail. Couvrir le risque avec un avocat. C'est ça vaut le coup de le faire relire un avocat, de peut-être voir quelques clauses particulières, de bien vous protéger là-dessus. Je vous conseille de prendre un avocat aussi pour nos auditeurs qui sont indépendants. Ça peut peut-être valoir le coup si vous avez déjà des sociétés d'exploitation. Peut-être que... Oui, dans l'aspect plutôt de... Quand on dit droit social, mais genre les droits des sociétés surtout. Voilà, c'est ça, droit des sociétés. En fonction de votre cas, ça peut peut-être être pertinent, qui vous conseille un montage... où ça sera plus pertinent. Plus optimisé. Ouais. Effectivement, pour ceux qui sont déjà à leur compte, ça peut valoir le coup si justement, soit vous avez déjà une société pour votre activité professionnelle, soit vous devriez en créer une et en même temps vous devez créer une SCI, c'est peut-être le moment justement de créer un groupe avec une holding en haut. Là, ça vaut le coup d'aller rencontrer. Après, encore une fois, tout ça, ça nous paraît être de la base. Peut-être pas pour ceux qui sont pas du métier, mais... C'est ça. Pour moi, ça fait partie des... C'est quand même des connaissances qui sont accessibles, je trouve. Oui, qui sont de plus en plus, mais je veux dire, pour vraiment repartir sur l'aspect réseau de ces professionnels-là, t'en as pas forcément besoin tout de suite au début. On va dire, ils arrivent un peu en deuxième ligne, une analogie avec le rugby, ils arrivent un peu en deuxième ligne quand tu commences à être un investisseur un peu plus aguerri. Il y a peut-être, on l'avait pas noté sur la liste, mais je viens d'y penser, c'est peut-être juste pour mettre un warning dessus, le conseiller en gestion de patrimoine, en tout cas si vous êtes investisseur immobilier, vous l'oubliez. C'est comme le courtier, ça, c'est comme le courtier. Ouais, mais même j'irais encore plus loin que là, c'est qu'en vrai, le conseiller en gestion de patrimoine, perso, j'ai jamais rencontré un conseiller en gestion de patrimoine qui a mené un conseil pertinent. En fait, il va juste vous faire acheter du Pinel à 2% de renta et vous proposer de l'assurance vie à 2% par an. En fait, c'est ça, c'est que le gestionnaire de patrimoine, il faut partir du principe qu'il est pas neutre par rapport à votre situation. Lui, son but, c'est de vous faire vendre un maximum de produits qu'il a, sur lequel il est commissionné. Donc, en fait, il vous donnera jamais un bon conseil. RPZ de mes parents qui ont acheté 2 Pinel. Ouais, c'est vrai, tes parents, c'est le bon exemple. Donc voilà, en disant que le gestionnaire de patrimoine était vraiment super. Ouais. Et puis c'est surtout que ça serait trop beau s'il y avait un service en France où en fait vous auriez à venir, c'est un peu comme McDo, venez comme vous êtes, et en fait il s'occupe de votre patrimoine et il vous rend riche. Peut-être quitte le Boomer Dream un jour. Hein. Peut-être, mais je veux dire, c'est... S'il s'appelle conseiller en gestion de patrimoine et qu'en fait il a un nom commercial où il a des agences partout en France, forcément que ça peut pas être le cas parce que il va vous proposer ce qui lui crée du chiffre d'affaires à lui, quoi. C'est vrai. Prochaine personne sur la liste, il y a l'assureur. Rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à aussi, dire. Il y a pas assez. Là, c'est juste des gens efficaces qu'il faut, c'est tout. Ouais, c'est des gens efficaces parce que vous vous rendez compte que l'assurance P&O, c'est toujours le truc qu'on oublie, et en fait, vous êtes la veille de la signature et votre notaire vous envoie un petit mail en mode vous avez prévu l'assurance propriétaire non occupant pour demain, parce que à partir du moment de la date d'acquisition, alors toujours pareil, j'en parlais avec des collègues la dernière fois
parce qu'on a eu un questionnaire sur les assurances, en bref. Et il y avait la question, est-ce que c'est obligatoire d'être assuré? Votre notaire vous dit toujours que ça l'est. Effectivement, si vous cherchez un texte de loi qui vous oblige à être assuré sur votre responsabilité civile en tant que propriétaire d'un bien immobilier, ça n'existe pas. Mais dans 99% des situations, vous devez être assuré dès que vous avez un bien bâti, parce qu'il peut prendre feu, parce qu'il peut s'effondrer, parce que vous pouvez avoir une parcelle avec un arbre qui tombe chez le voisin. Enfin bref, c'est tous les cas d'assurance toujours un peu compliqués. Vous devez toujours être assuré et vous devez arriver à avoir justement ce qu'on appelle une assurance propriétaire non occupant, donc qui est votre assurance en tant que propriétaire bailleur pour la date à laquelle vous devenez propriétaire. Et l'assureur, soit vous fonctionnez avec votre banque, soit vous pouvez avoir un assureur. Nous, je sais qu'on en a un, mais bon, c'est parce que c'est un assureur familial qui fait les assurances professionnelles de plusieurs membres de notre famille. C'est pour ça qu'on passe par lui, et on passe même pas par lui pour toutes les assurances en plus. Non, parce que dès que, voilà, comme on vous l'avait dit, dès que le prêt il nous demande de faire un effort, on passe par la banque. Et puis en fait, c'est parce que la maman de Julien a des bons contacts avec, et quand elle appelle et qu'elle dit il faut que ce soit moins cher, c'est moins cher. C'est moins cher, c'est ça. C'est vrai que ça marche plutôt bien. Ok, pour l'assureur. La prochaine personne sur la liste, du coup, c'est le syndic de copro. Aïe. Alors ça, on vous en a parlé rapidement, pardon. C'est pas un professionnel que vous allez chercher dans votre réseau. C'est plutôt quelqu'un qui va venir de lui-même dans votre réseau, qui va vous prendre beaucoup d'argent et vous allez jamais être content. Non, vraiment, les syndics de copro, le vrai problème, c'est que ils ont des mandats de 3 ans sur les copropriétés, et qu'à moins que vous soyez ultra majoritaire, c'est super compliqué de les changer. Donc vraiment, les gestionnaires de copro. Ça me fait penser à la boom anecdote, du coup. On l'a, la boom anecdote de cette semaine. En lien avec le syndic de copro. Ah oui. C'est marrant. Il nous est arrivé une dinguerie. Là, c'est exactement ce que j'allais dire. Il nous arrive tellement de trucs incroyables chaque semaine qu'on finit par les oublier. On les normalise, tu sais. Tu la racontes? Non mais en fait, il y a quelques mois, du coup, on est propriétaire de notre RP. Ça fait une grosse aparté dans le podcast. Ouais, désolé, mais là, du coup, faut vraiment que je vous le raconte. Ça va être drôle. Attendez la fin. En fait, il y a quelques mois, on est propriétaire de notre RP et on a une place de parking en bas qui est bien en plus parce qu'on a la place handicapée, donc elle est super grande, on est super contents. Il y a quelques mois, le gestionnaire de copro nous demande si ça nous intéresserait de mettre des portes de garage. En fait, comme ça, il fait un sondage auprès de tous les copropriétaires. Ça permet de faire un devis, de négocier les prix. Du coup, Julien se renseigne. En fait, nous, ça nous intéresse pas d'avoir juste une porte manuelle. Ce qui aurait été mieux, c'est qu'elle soit électrifiée. Le problème, c'est qu'en fait, on s'est renseigné pour que ce soit ça. Il faut qu'on fasse tirer une prise par Enedis, un compteur par Enedis. Bon, vous voyez la galère. Du coup, on a dit c'est bon, stop. Du coup, Julien s'était quand même renseigné pour savoir ce qu'était le prix, etc. C'était au mois d'octobre. Sachant qu'en plus, nous, c'est une porte sur mesure parce qu'on a la place handicapée et du coup, elle est plus large qu'une place standard, mais plus petite qu'une deux places. Donc en fait, c'était en octobre. Le gestionnaire de copro revient en décembre, nous dit bon ben voilà le devis définitif pour les portes. Et il nous faut votre confirmation par écrit pour ceux qui souhaitent souscrire au devis. En fait, nous, on n'a pas répondu parce que son mail induisait qu'il fallait lui renvoyer une réponse. Et vu qu'on avait discuté précédemment avec lui en octobre sur l'électrification et qu'il nous avait dit que ça serait pas de suite et qu'en gros, il fallait qu'il y ait une Enedis, on s'était dit ça nous intéresse pas. Quelle fut pas notre surprise cette semaine. En fait, Julien rentre du travail et il m'envoie une photo. En fait, il y avait une énorme porte de garage posée sur le bas-côté de notre place. Et je me dis, mais c'est quoi ça? C'est la porte du voisin ou... Surtout qu'on s'entend bien avec notre voisin. Ça fait des mois qu'on lui dit que nous on pose pas la porte de garage ni rien parce qu'en plus on a un trou au milieu, ça nous permettrait de faire la fermeture. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre et tout. Et en fait, j'envoie un mail au gestionnaire de copro et je lui dis, je suis désolée, mais je pense qu'il y a un giga malentendu. On a une porte de garage alors qu'on n'était pas du tout... C'est ça, sachant qu'entre-temps, et ce qui est important, c'est que effectivement, quand je suis arrivé, simplement la porte était posée sur la place. Et le problème, c'est que comme on n'avait pas été mis au courant de qui posait, quelle entreprise s'en occupait, quelle date, etc., on n'avait pas de moyen de les contacter, à part contacter le chargé de copropriété. Et en fait, le lendemain, forcément, on avait des rendez-vous, des réunions. Enfin, moi, je pouvais pas passer ma matinée à attendre que l'entreprise vienne. Donc, on allait bosser. Quand je suis rentré à midi, la porte était posée. Voilà. Du coup, je dis au mec de copro, je pense qu'il y a un giga malentendu. On a une porte alors qu'on n'était pas on n'était même pas dans la boue des mails pour la porte. Je lui dis, il y a vraiment un souci. Vous pouvez contacter l'entreprise. Il me dit, en fait, à la lecture des mails, j'avais compris que vous étiez partant.
Je lui dis, bah non, en fait, vous avez envoyé ce mail-là, vous avez pu lui dire, non mais tu m'as demandé confirmation, si tu te confirmes pas, c'est que je ne confirme pas, je vais pas t'envoyer un mail pour ne pas te confirmer, tu vois. C'est là où il faut être à chaque fois diplomate, moi j'ai l'habitude avec dans nos métiers. Ouais, mais parce que moi je considère que c'est une grosse connerie, vraiment c'est une grosse erreur de sa part. Et en fait, voilà, je pense qu'au début, il voulait nous faire croire que c'était nous qui avions pas été clairs, mais en fait... On regarde tous les mails. En fait, si, parce que du coup, j'ai l'habitude, j'ai regardé tous les mails, et en fait, le dernier, effectivement, c'est les derniers échanges, j'étais en mode, bon, bah nous, il n'y a pas d'électrification, ça nous intéresse pas. 2 mois plus tard, son mail de confirmation auquel on n'a pas répondu. Du coup, je suis là, je suis désolée, mais il va falloir trouver une solution parce que nous, c'était absolument pas prévu. Alors, ça coûte pas excessivement cher, je vous avoue. C'est juste que ça nous saoule. Parce que de 1, c'était pas prévu, de 2, c'est une connerie de sa part, et de 3, bah, en vrai, ça nous donne l'occasion de négocier encore plus le prix, quoi. Ouais, du coup, voilà. Donc, on va voir suite aussi à la semaine prochaine. En fait, c'est pas ça, c'est que les gens nous rajoutent du travail. Enfin, vous voyez, on n'a rien demandé, on se retrouve avec une porte à 1300 balles qu'il faut payer. Enfin, flemme, quoi. Donc voilà, c'était la partie de la bonne anecdote. On a déjà eu plein comme ça avec les copros. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme autre anecdote ? Il y avait dans un des le premier appartement qu'on avait acheté, je sais pas ce qu'ils avaient. Il y avait une fuite en fait sur une arrivée d'eau dans la colonne générale de l'immeuble pour l'immeuble qui desservait l'appartement de la locataire. Et en fait, la copro avait soi-disant envoyé quelqu'un qui avait dit que c'était à notre charge. Sauf qu'en fait, nous, on a été coup de smart, on a envoyé un plombier, le plombier a ouvert, a dit mais non, moi je peux pas travailler, il faut fermer l'arrivée d'eau de tout l'immeuble. Et en fait c'est assez simple, c'est qu'à partir du moment où l'arrivée d'eau elle est dans les parties communes et que ça concerne tout l'immeuble, c'est la copro. Et la copro bien évidemment voulait envoyer personne, elle a dû intervenir les assurances. On a une autre anecdote sur encore un autre appartement copropriété qui est au dernier étage. En fait, ça fait 3 fois qu'il y a des infiltrations d'eau parce que le toit est pas étanche. Ça fait 3 fois qu'ils font réparer le toit par une entreprise et que ça l'est pas. Et à chaque fois, c'est facturé. Et c'est là où une copropriété, on voit bien que ils font mal leur boulot parce que si vous étiez seul propriétaire de l'immeuble, vous payez une entreprise pour étanchéifier le toit est pas étanche. En fait, vous faites revenir l'entreprise et elle vous remet un coup sur le toit et gratuitement parce qu'en fait, vous l'avez déjà payé pour sa prestation. Et là, bien sûr que non, le syndic de copro, il s'en fout, c'est pas son problème et hop, il vous le facture et il le met dans les répartitions globales de l'immeuble. Et en plus, ils sont venus avec un expert dans l'appartement, ils ont dit non, s'il y a des moisissures, c'est parce que c'est pas parce qu'il y a des infiltrations d'eau, c'est parce que c'est mal aéré, alors qu'en plus c'est un appartement qui a été rénové récemment avec des VMC, etc. Enfin, c'est pas possible que ce soit. Enfin, ça se voit surtout que c'est dans un coin de l'immeuble qui est pas une pièce humide, tu peux pas avoir de moisissure là, si c'est pas parce qu'il y a un défaut d'étanchéité du toit, quoi. C'est ça, sachant que en fait, ils sont rémunérés à chaque fois sur les dépenses qui sont faites. Ils prennent un pourcentage à chaque fois, effectivement. Vous imaginez bien que plus il y a de dépenses qui sont faites, mieux ils se rémunèrent. Enfin bon, nous en fait vous avez pas le choix de dealer avec eux. Ouais. Donc en fait ils feront partie de votre réseau mais vous ne voulez pas les avoir dedans. C'est rarement des gens qui travaillent bien. En fait je pense que c'est des gens qui sont débordés, qui en ont rien à foutre et du coup voilà. Sachant qu'en plus le gestionnaire de notre copro à nous, propriétaire de notre RP, en fait il est propriétaire de l'entreprise, du syndic en fait. Oui, c'est quasiment le chef d'entreprise, ouais. Donc en plus, vous voyez, donc même le chef d'entreprise, il n'y arrive pas à faire ça correctement. Et vous imaginez pas le fric qu'ils prennent, c'est abusé. Ouais. Là, je crois qu'on est combien d'appart ? Une centaine, je pense. Non, moins que ça. J'abuse. 40. On est une quarantaine. Je pense qu'ils ont pris, j'avais vu sur les charges de cette année, ils ont pris plus de 9000 €. Ouais. Enfin, vous imaginez, c'est abusé, quoi. Pour qu'en plus ce mec se trompe pour nous mettre une porte de garage, qu'on n'a pas demandé. Enfin bon. Ok pour les syndics de copro, bien sûr, après restez toujours aimable, c'est plus facile de demander des choses quand vous embrouillez pas avec eux pour rien, mais c'est vrai que... On s'est pas embrouillé avec lui, honnêtement, on a très envie de l'embrouiller sur le moment, on essaie d'être... Faut être malin, on se dit il a fait une connerie, on va négocier un truc et ça nous coûtera moins cher, quoi. C'est ça. Prochain membre du réseau, le gestionnaire de biens. Alors celui-là, nous, on n'y a pas fait appel. On y réfléchit des fois. On y réfléchit, ou on hésite même à des fois se transformer en gestionnaire, mais que pour notre propre parc. Ouais. Mais ça a un coût, mais franchement, c'est un game changer, je pense. Quelqu'un d'efficace. On a mis, c'est marrant parce qu'on a mis gestionnaire parce que justement, on exclut les agences.
honnêtement, les agences de location, même en écoutant des podcasts, où des fois je me dis, ouais, peut-être dans d'autres régions de France, etc. J'ai jamais entendu. Après, si vous prenez une agence uniquement en mandat de recherche pour trouver un locataire, ça peut le faire, et je pense qu'il y a des bonnes agences là-dessus. Mais si vous les prenez en gestion de votre locataire, j'ai jamais entendu quelqu'un qui est satisfait, ou alors les gens qui sont satisfaits, c'est ceux où il se passe jamais de problème. Mais le problème, c'est que vous payez l'agence pour gérer les problèmes. Si c'est pour gérer quand il n'y a pas de problème, ça sert à rien de payer l'agence, quoi. Donc c'est un vrai sujet qui fait que les agences pour la gestion de vos locataires, on les exclut directement. Dans le réseau, il n'y a pas de... C'est ça, pas besoin de les avoir dans le réseau. Le gestionnaire de biens, on n'en connaît pas directement. Non. Je sais que j'ai 2-3 numéros que j'ai récupérés, dans notre région, que j'ai récupérés au fur et à mesure de notre parcours immobilier auprès de d'autres investisseurs. Si un jour on voulait déléguer certains biens, c'est vrai qu'on l'a jamais fait parce que c'est un coût qui est quand même assez important. C'est 10% de vos loyers, de votre chiffre d'affaires, donc ça pèse quand même pas mal. Dans l'ensemble, en général, les gens sont plutôt satisfaits de leur gestionnaire. Même, tu vois, on avait eu Thibaut de Bye Bye Patron dans un épisode qui avait parlé du sien, qui avait dit que, hormis parfois 2-3 soucis, il était plutôt satisfait en tout cas de l'aspect sur la gestion administrative, etc. Il y avait Timothée qui est un gestionnaire de biens. En interne, il a sa femme et il a une amie de ses parents. De confiance, du coup des gens de confiance. Oui. Et je pense que c'est vraiment c'est vraiment la nuance qu'il y a avec le gestionnaire de biens, c'est qu'il faut que ce soit des gens de confiance parce que sinon on se retrouve dans le schéma de l'agence de location et c'est ça, locative et qui va pas faire le job. Qui va pas faire le job. Donc pour moi c'est vraiment ça, à condition que ce soit quelqu'un de confiance mais bon, c'est vrai que ça a un coût. Donc, est-ce qu'au bout d'un moment, ça vaut même pas le coup que vous soyez gestionnaire de... C'est ça. Pour moi, lui, on le met quasiment en 3e ligne de votre réseau immobilier. C'est-à-dire qu'au tout début, vous n'en avez pas besoin. Je pense que même quand vous êtes en vitesse de croisière, quand vous avez moins de 10 biens, ça, c'est pas utile non plus. Peut-être vraiment quand vous commencez à avoir 20, 30, 40 biens, ou alors que vous avez d'autres projets, peut-être l'expatriation, peut-être parce que vous avez, vous aimez l'activité professionnelle que vous faites, ou vous avez une entreprise, là, ça vaut le coup. Sinon, gérez vous-même. C'est ce que je me disais, pour nous, je pense que quand on sera bien avancé dans l'amortissement des prêts et que ça sera vraiment plus un sujet avec les enfants et tout, je pense on pourrait avoir recours. Je pense qu'à la limite, ça ne nous dérangerait pas d'avoir quelqu'un à déléguer, mais bon, il faut trouver la pépite et ça c'est pas une mince affaire. Oui, on testera éventuellement les 2-3 numéros que j'ai. Ensuite, on avance un peu parce qu'on est déjà à 1h05, on parle, là, on s'arrête pas. Mais il y a eu pas mal d'anecdotes, c'était marrant. Le diagnostiqueur, alors là aussi, c'est... Alors, le diagnostiqueur, vous en avez besoin quand vous vendez un bien, parce que quand vous achetez, de toute façon, c'est pas vous qui devez le payer, c'est le vendeur. Au fur et à mesure, lui, pareil, vous le mettez plutôt en 3e ligne de votre équipe, vous n'en avez vraiment pas besoin tout de suite, c'est plutôt au bout de 4-5 ans, quand vous vendrez vos premiers biens de votre parc pour faire des arbitrages et partir sur plus gros, vous aurez besoin d'un diagnostiqueur. C'est quand même bien qu'il soit plutôt bon, qu'il fasse bien le taf, parce qu'en fait, s'il est nul ou ça peut vite vous créer des problèmes, pareil, vous pouvez en avoir besoin. Si par exemple vous achetez une passoire thermique et vous faites des travaux, vous avez besoin d'un nouveau DPE pour donner au locataire ou pour donner à la mairie si un permis de louer, c'est différents cas où vous pouvez avoir besoin d'un diagnostiqueur. Il peut vous arranger quand même pas mal. Donc, on a eu le cas il n'y a pas très longtemps. Oui, on en a trouvé un qui était bon, il a fait pile ce qu'il fallait. Ça veut pas dire qu'il triche, ça veut juste dire que aujourd'hui les règles sur le diagnostic elles sont très bêtes, c'est-à-dire qu'un truc tout bête, mais vous avez un chauffage électrique avec une prise dans votre escalier, mais en fait votre escalier au lieu de tomber de compter comme une surface froide, il compte comme une surface chauffée, ça permet d'améliorer votre lettre. C'est bête, mais bon, les DPE de manière générale sont un peu bêtes je parle du DPE, pas des diagnostics généraux, mais ils sont un peu bêtes dans le raisonnement. Peut-être ce qui est important, c'est quand même faut l'avoir le jour où vous vendez un bien et que il faut qu'il vous restitue à minima la même lettre que vous aviez quand vous aviez acheté, ou qui regarde peut-être si vous avez fait des améliorations sur l'isolation du bien. Donc c'est pas un professionnel hyper important à avoir. En général, vous trouverez toujours un agent immobilier qui en connaît un. Vous prenez le meilleur agent immobilier que vous connaissez et vous lui demandez son diagnostiqueur. En général, c'est comme ça qu'on faut faire. On va passer aux artisans. D'une manière générale, les artisans, parce que sinon on va y passer la nuit. Mais oui, alors les artisans de manière générale, c'est pour ça que sur la petite liste qu'on avait fait, on avait différencié rapidement. Je pense que les deux plus importants que vous devez vraiment avoir dans votre réseau qui doivent être bons, c'est plombier, électricien. Ah ouais, largement.
C'est les principaux problèmes que vous allez avoir. Donc, c'est ça, c'est les principaux soucis qui vont se poser, peut-être pour un locataire, une fuite d'eau, un problème électrique, etc. C'est pour ça qu'ils doivent être bons. Nous, on a de la chance, on a quelques amis qui font cette activité et à chaque fois qu'on a besoin d'eux, ils répondent présent rapidement et ça vraiment c'est le plus important parce qu'ils doivent souvent agir rapidement. En plomberie en élec, il y a souvent moyen de réparer pour pas cher ou alors on peut tout refaire, ça coûte une blinde. Donc pareil, avoir quelqu'un à qui vous entendez bien, que vous faites travailler souvent, mais il va être de bons conseils, donc il va vous permettre de faire des grosses économies sur des postes qui souvent quand on fait de la réno ou quand on doit faire des réparations coûtent cher. Par contre, les artisans qui sont peut-être moins importants, que vous appellerez moins souvent, c'est tout ce qui est plaquiste, peintre, maçon, ça, à moins que vous en ayez vraiment besoin pour un dossier. C'est bien toujours de quand même connaître un maçon parce que pour une réno, vous pouvez en avoir besoin d'un, mais ça, pareil, vous le mettez en troisième ligne dans votre réseau. Je pense plombier, électricien, c'est dès que vous avez acheté, on va dire, votre premier bien, si vous faites des travaux, le deuxième, là, par contre, il faut en connaître un. Parce que du coup, nous, on n'a jamais changé de plombier ou d'électricien. Mais par contre, on a déjà fait, pour les maçons, on a déjà fait plusieurs, en fait. Oui. Ça dépend, parce qu'aussi, des fois, il y a des chantiers qui les intéressent pas. Oui, sur les prix. Du coup, des fois, à la facturation, ils peuvent être intéressés pour un chantier et ça va être super bien facturé. Et après, celui d'après, ça va pas les intéresser. Du coup, ils vont mettre un truc ultra cher. Donc, bon, après, on en a quand même 2-3 qui on est sûr que c'est bien. Et dès qu'on a un truc, on leur demande un devis à chacun et voir lequel des 3 est le mieux. Mais le mieux, c'est si vous êtes du bâtiment, vraiment, économisez-vous ça, faites-vous vous-même. Parce que nous qui sommes pas du tout du bâtiment, c'est ce qui nous coûte le plus cher et ce qu'on n'arrive vraiment pas à faire nous, quoi, à part la peinture. Toi, tu fais un petit peu d'élec, un petit peu de plomberie, mais voilà, c'est à la marge. Un petit peu d'élec, la plomberie, vraiment, c'est un truc que j'aime pas. Ouais, mais c'est à la marge, quoi. Oui, vraiment, oui, largement. Du coup, si vous êtes du bâtiment et que vous faites de l'investissement immobilier, ça, je pense que c'est un vrai atout. Oui, en fait, vous aurez déjà un réseau. Là, pareil, dans les artisans, il faut faire appel un petit peu à votre réseau proche. Vous avez toujours un parent, un ami qui a fait des travaux, qui connaît quelqu'un dans les travaux. Et par exemple, pareil, vous connaissez un plombier, qui connaît un électricien qui connaît un maçon. Oui. Ça, c'est vraiment pour vous donner des conseils là-dedans. Vous partez de zéro, vous vous dites « Ah, mais je connais personne pour faire des travaux, ça va être une vraie galère. » Vous connaissez forcément quelqu'un dans la zone où vous investissez, même si vous n'êtes pas de là, peut-être même un agent immobilier qui peut vous recommander un artisan et cet artisan va pouvoir vous recommander d'autres artisans. Et c'est comme ça que vous faites votre réseau, ouais. Tout à fait. Et tu dirais ok pour faire des trucs au noir ou pas ? Franchement, plutôt éviter. Ou alors à moins que vraiment ce soit vous pouvez pas le déduire déjà ? Mais c'est ça, déjà vous pouvez pas le déduire, donc si vous faites au noir, il faut vraiment que d'un point de vue du prix ça soit vraiment intéressant, parce que si vous faites 10% au noir, en fait vous êtes perdant, parce que vaut mieux que vous allez le déduire, vous allez gagner 30% sur vos impôts, donc voilà, soyez toujours malin sur vos calculs. En plus vous n'avez pas de facture, donc ça veut dire que si un jour il y a un problème, vous pouvez en théorie pas vous retourner contre lui, parce que vous n'avez pas de preuve que c'est lui qui a fait les travaux. Moi je vous déconseillerais plutôt, sauf si voilà vraiment c'est quelqu'un qui, je sais pas, en théorie l'électricien il vous prendrait 500 balles, le mec il vous prend 100 balles parce que c'est un copain, voilà vous pouvez le faire au noir, mais sinon toujours facture. Ok. Avant-dernière personne du réseau. Alors, c'est pas une personne, c'est un groupe. On parle des cercles investisseurs. Oui. Parce que nous, on a commencé à en fréquenter depuis 2 ans, je dirais maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, je trouve que c'est pas mal parce que là, pareil, on parlait en fait de constituer un réseau. C'est quand même un bon accélérateur. C'est-à-dire que vous êtes dans une ville, vous connaissez personne, essayez de rejoindre le club des investisseurs local. Je pense qu'il y en a partout en France. Avec tout le phénomène des investisseurs immobiliers, des formations, etc. Voilà, vous avez toujours un petit groupe quelque part. Ils peuvent des fois être un peu durs à trouver parce que ça marche par un groupe WhatsApp, par un groupe Facebook. Enfin, des fois, on sait pas trop comment le trouver, mais en vrai, en cherchant un petit peu, on finit toujours par trouver quelqu'un qui l'a mis en bio de sa description, trouver une annonce quelque part, un message posté. Voilà, par les réseaux sociaux, on finit toujours par trouver. Et là, vraiment, ça vous fait gagner beaucoup de temps sur le réseau parce qu'en fait, vous allez tout simplement poster un petit message. Ça, vous postez un petit message et on peut vous recommander des professionnels dont vous avez besoin. Et c'est simple, le cercle, ça fonctionne une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Vous rencontrez, vous discutez, ça permet de plus ou moins de faire des rencontres un peu amicales et de vous sentir peut-être un peu moins seul dans le milieu de l'investissement si vous n'avez pas votre entourage qui est dedans. Et puis voilà, c'est encore une fois surtout que ça permet de s'échanger les contacts. Et ça, je pense que c'est important parce que le sujet de l'épisode, c'était comment se faire un réseau. En vrai, vous partez de zéro. Si vous avez un cercle d'investisseurs, vous pouvez vraiment gagner beaucoup de temps. Sur les cercles investisseurs, moi ce que j'avais bien aimé, c'est de voir un peu ce que faisaient les autres. Par exemple, rien à voir, on n'était pas du tout, c'est dans la ville,
où on rénove l'hôtel, on était tombé du coup sur quelqu'un de Montpellier. Et trop rigolo, bon, quelqu'un de plus âgé, mais du coup, lui nous racontait qu'il faisait que de la LCD, et du coup, il nous avait montré tout ce qu'il avait mis en place pour scaler ces LCD. Je trouvais ça fou, parce que je m'imaginais même pas que on pouvait faire ça. Et du coup, rien que pour l'idée, tu vois, c'était bien, et je pense que tu l'as revu par la suite. Et pareil, on avait quelqu'un de notre âge avec qui on avait vachement sympathisé à cette journée investisseur. Au final, il fait un projet de la même envergure que le nôtre, mais 6 mois plus tôt. Du coup, là, je sais qu'il a fini sa rénovation, il va passer à la mise en location. Et du coup, on le garde en contact parce que déjà, c'est quelqu'un de sympathique. Mais surtout, on voit comment est-ce que lui, ça se passe pour lui. Donc, Enedis, là, il va faire la mise en location avec une agence IMO. Alors, ils font juste l'état des lieux. Hein. On met pas la gestion chez eux. Mais ça nous permettra déjà de voir comment ça se passe un peu pour lui. Ouais. Donc en vrai, vraiment que des plus, et puis ça vous permet de sociabiliser. Nous, on passe toujours pour des ovnis au cercle investisseur, mais c'est quand même bien. Oui, parce que dans les cercles investisseurs, vous verrez, la moyenne d'âge, c'est plutôt c'est des papas. 30-35 ans. Oui, voilà, en général, c'est marrant, c'est des jeunes parents, ça rebondit sur l'épisode de la semaine dernière. Et effectivement, ils sont... nous, par exemple, on a 25 ans, donc forcément, dans les cercles investisseurs, en général, les gens de 25 ans, vous en avez pas, ou très peu. Mais en tout cas, voilà, ça permet quand même de rencontrer d'autres investisseurs qui sont à différents stades. Et puis surtout, je vous dis, par exemple, moi je suis sur les groupes, donc je regarde un peu ce qui se dit. La dernière fois, vous avez quelqu'un, il y a une tache d'humidité dans sa salle de bain, il prend une photo, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez 2-3 réponses de gens qui ont un peu d'expérience dedans. Vous avez besoin d'un serrurier, vous demandez un serrurier, on vous en donne 3. Donc c'est là où pour le coup, c'est vraiment pas mal quand vous êtes justement dans cette démarche de vous constituer un réseau. Donc on vous recommande le cercle investisseur. Dernière personne du coup du réseau qu'on a noté. On l'a déjà abordé un petit peu. Oui, c'est les connaissances proches. Vos amis, votre famille, vos collègues de travail, tous ces gens-là, ils connaissent en fait tout un tas de professionnels de l'immobilier dont vous pourriez avoir besoin. Et en fait, c'est vrai que des fois, on pense pas leur demander parce que quand on se lance dedans, on a un petit peu peur d'en parler. On se dit qu'est-ce qu'il va penser si je lui dis que je fais de l'investissement, etc. En réalité, n'hésitez pas à en parler. Vous pouvez rester discret. Moi, tu peux dire écoute, moi j'essaie d'acheter un bien immobilier, tu connais pas un agent immobilier, tu connais pas un notaire, tu connais pas un artisan. Vous n'êtes pas obligé de à chaque fois tout dévoiler. Des fois la personne, soit elle va vous reposer une deuxième question et c'est vous en fonction, vous pouvez lui dire ou pas rentrer dans les détails, soit simplement peut-être parfois la personne elle va même pas s'y intéresser. Mais en fait, on se rend pas compte du nombre de... Tu sais, je crois qu'il y a une règle, je crois que sur Terre, on n'est qu'à 5 personnes de n'importe quel être humain sur Terre. C'est une étude bien un peu statistique. Alors c'est toujours pareil, c'est des stats. C'est-à-dire qu'il y a des gens où vous serez beaucoup plus si on prend par exemple, je sais pas moi, un paysan dans un pays très très isolé. Forcément, il va vouloir beaucoup de personnes pour le rencontrer. Mais de manière générale, avec le réseau, on peut vite rencontrer beaucoup de gens. Donc en réalité, vous connaissez un ami, cet ami il connaît des professionnels dont vous pourriez avoir besoin, ces professionnels ils en connaissent d'autres et en fait vous n'avez pas qu'un ami, vous n'avez pas qu'un membre de votre famille, donc c'est comme ça que vous pouvez rapidement vraiment vous faire un réseau assez important et je pense qu'il est vraiment pas sous-estimé, même si effectivement quand on se lance au début on peut se sentir un peu seul dans l'investissement, ça a été notre cas au début, on prend un peu les professionnels qui viennent, ça se passe pas toujours bien, mais vous verrez qu'avec l'expérience vous saurez reconnaître des gens qui bossent bien, des gens avec qui vous pouvez avoir confiance facilement. Bon, écoute, je pense que c'était le mot de la fin. On vous remercie en tout cas de nous avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner à nos plateformes. Ça nous fait vraiment plaisir à nous mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes, Spotify, Apple Podcasts, etc. À nous suivre sur Instagram, ça nous fait super plaisir. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Ciao.